Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais aujourd'hui vous parler de ma dernière lecture, qui est une lecture que j'ai faite en numérique. Il s'agit du roman Les Matins Heureux de Sophie Talmen. C'est le premier roman que je lis de l'autrice. J'avais profité d'une promo pour me le procurer, donc voilà. Pourquoi celui-là par rapport à un autre? Juste parce qu'il était en promo sur Kindle, donc je l'ai pris. J'avais envie de découvrir cette autrice. Il n'y avait pas énormément de pages non plus, et je savais par avance que c'était un roman assez léger, et je trouve que ça fait du bien de lire ce genre d'histoire de temps en temps. Dans sa globalité, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, même si il y a certains personnages qui m'ont moins plu par rapport à d'autres. On va suivre en fait 3 personnages. Nous suivons Elsa, Marie et Guillaume. Alors Elsa est le personnage que j'ai le plus apprécié, qui m'a vraiment touchée. Elsa a 19 ans et elle est SDF depuis 2 mois. Vraiment son histoire est hyper triste, donc on apprend au fur et à mesure du roman ce qui lui est arrivé, pourquoi elle se retrouve dans cette situation. On voit également à quel point être SDF, déjà c'est dur de base, mais en plus quand tu es une femme, il y a des dangers supplémentaires qui sont présents du fait que tu es une femme, en plus quand tu es jeune comme ça. Et donc on voit en fait toutes les astuces qu'elle a mis au point pour essayer de survivre et pour surtout essayer de ne pas se faire agresser. On suit également Marie qui est gynécologue, elle vient de Bretagne et elle débarque à Paris pour se perfectionner dans les techniques de reconstruction mammaire après cancer du sein. Et puis on va suivre également Guillaume qui est également parisien, donc l'histoire se situe à Paris, vous l'avez bien compris. Guillaume qui est barman et qui traîne aussi ses casseroles. Alors chacun traîne ses casseroles, évidemment, mais il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. On va dire que Elsa, elle vraiment, c'est celle qui a les plus gros problèmes. C'est la personne qui est la plus touchante et qui galère le plus. Marie, à côté, je trouve que ses problèmes à elle sont assez faibles, pareil à Guillaume en fait. Du coup, vous avez une alternance de points de vue, une alternance de chapitres entre ces différents personnages, jusqu'au moment où ils vont tous se rencontrer et s'entrecroiser pour former donc une histoire à 3. Tout ce qui concernait Elsa, j'appréciais beaucoup ce que je lisais. Je trouvais que vraiment c'était bien écrit, les émotions étaient bien retranscrites. Après, quand on passait au chapitre Marie-Guillaume, ça me plaisait beaucoup moins, surtout par rapport à ce qui concerne Marie. J'ai trouvé que ce personnage était un peu agaçant sur certains aspects, surtout pour les aspects en fait qui vont pas entre guillemets dans sa vie. Voilà, elle s'accepte pas physiquement, elle se trouve pas spécialement belle, etc. Et en fait elle va apprendre à s'accepter grâce au regard d'un homme, et cet aspect-là dans le roman, je l'ai trouvé très dommage, et ça ne m'a pas trop plu parce que j'aurais préféré justement que l'autrice montre que elle pouvait s'accepter juste parce qu'elle est elle-même et parce qu'elle se rend compte à un moment donné qu'en fait elle vaut autant qu'une autre. En tout cas, tourner ça différemment, mais pas faire intervenir un homme dans l'histoire. Là, il y a un homme qui intervient, Guillaume, évidemment, vous l'aurez peut-être deviné. Lui, c'est un personnage qui est assez insignifiant. Il y a donc du vraiment très chouette dans ce roman, mais du beaucoup moins cool. C'est un roman feel good, donc voilà, on est vraiment bien dans ce genre-là. Ça se finit bien, avec des cœurs, des papillons, etc. Tout le monde est gentil. Bon, je savais que je me lançais là-dedans, j'avais envie de lire ce genre de roman. Il était pas mal, mais après c'est le genre de roman dont je vais pas me souvenir dans 1 an, je ne saurais plus du tout de quoi ça parle. Déjà là, j'ai eu très difficile pour me souvenir du nom des personnages, pour vous dire. Ouais, c'est un roman qui va pas me rester en tête. Je sais pas si je vais lire d'autres romans de Sophie Talmen. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à lister les titres en commentaire, puisque je connais pas trop cette autrice, même pas du tout, puisque c'est le premier roman que je lis d'elle. Je l'ai déjà souvent vu passer, mais je me suis jamais lancée parce que le feel good, c'est pas mon genre de prédilection. Souvent je trouve ça beaucoup trop niais et du coup c'est toujours un peu compliqué. Mais si vous avez des titres de cette autrice à me conseiller, franchement n'hésitez pas.
Ouais, c'est vrai, tu l'as fait. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rush vidéo. Je vais vous parler de mes dernières lectures et également vous faire un petit point un peu artistique par rapport à mes créations du moment. Alors si vous trouvez ma voix un peu bizarre, c'est normal, j'ai une extinction de voix. Donc voilà, je sais pas y faire grand chose, je suis pas malade mais j'ai juste plus de voix. Par rapport à mes dernières lectures, donc le tout dernier livre que j'ai terminé, c'est un livre de Aurélie Vallogne, La Lignée, donc c'est pas son dernier, c'est le livre qu'elle a sorti l'année passée. Moi je l'ai acheté en format poche et je l'ai lu vraiment pas longtemps après l'avoir acheté. J'en avais entendu en fait beaucoup de bien. Surtout sur quelques vidéos YouTube, mais en fait en regardant sur Babelio, je me suis rendu compte que les avis étaient pas terribles. Ce livre a une note de 3,3 sur 5, ce qui est vraiment pas, c'est pas foufou en fait comme note. Et en fait je savais plus trop de quoi ça parlait. Je me souvenais juste que il m'avait interpellée. En fait moi c'est comme ça que je fais quand quelqu'un parle d'un livre et que ça m'interpelle et que ça me donne envie, je le mets dans ma wishlist Amazon et puis de temps en temps je me commande quelques livres comme ça, soit je les prends en format numérique quand il y a des promos, s'ils sont vraiment pas chers, moins de 5 €, et si ils sont en format numérique trop chers, donc c'est à dire que s'ils sont à plus de 10 €, je privilégie le format poche. Et de temps en temps comme ça je me commande quelques livres. J'ai lu je pense 2 livres de Aurélie Vallogne. Il y en a un, je suis sûre, c'était comment il s'appelait, c'était avec étoile dans le titre, Né sous une bonne étoile, je crois que c'était ça le titre. Roman que j'avais vraiment adoré, je l'avais trouvé hyper touchant, bien écrit et vraiment je trouvais qu'il était excellent. Par contre j'en avais lu un autre il y a déjà maintenant quelques années, mais je sais plus ce que c'était. Je me demande si c'était pas Mémé dans les orties
mais je suis pas sûre à 100% et je l'ai pas vérifié parce qu'en fait je filme avec mon téléphone. Et c'était en numérique que je l'avais lu. Et celui-là je l'avais vraiment pas aimé du tout parce que c'était un roman plus feel good. Et moi le feel good, voilà, je suis un peu difficile avec ce genre-là. Ici, de ce que j'avais compris, c'était pas un roman feel good, c'était plus un récit de vie. Du coup, ça m'a plus interpellée et j'ai eu envie de le lire. Par contre, je m'attendais pas à trouver ce genre d'histoire. J'étais assez surprise et je comprends pourquoi ce livre a eu une note pas top. 3,3 sur 5, c'est vraiment pas génial. Et en fait, je comprends pourquoi. Alors, c'est pas parce que le livre n'est pas bon. Je pense plus que c'est parce que ce livre n'est pas destiné à un large public. Je crois que vraiment, il ne parlera qu'à quelques personnes. On n'est pas assez au courant en fait. Je pense qu'il faudrait un peu plus mettre, enfin pas des avertissements parce qu'il n'y a rien de choquant dans le roman, mais plus expliquer en quoi il pourrait intéresser les lecteurs, parce que clairement... moi, il m'a intéressée parce que j'écris des livres et parce que j'ai un peu une âme d'artiste et donc du coup j'ai aimé ce que j'ai trouvé là. Si vous n'avez pas du tout de côté artistique, ne prévoyez pas de pouvoir vivre à un moment donné de vos créations artistiques et plus particulièrement de l'écriture, bah ce livre en fait il va vous servir à rien, il va vous ennuyer je pense. Donc en fait ici on va suivre deux personnes, on va suivre Madeleine et Louise. C'est un roman épistolaire, donc ça c'est encore un point qui pour moi est négatif parce que moi j'aime pas les romans épistolaires. Encore une fois c'est quelque chose peut-être qui est pas assez mentionné. Donc en fait Louise et Madeleine vont s'écrire des lettres et le roman c'est ça en fait, ce sont des lettres entre nos deux personnages. Madeleine est une écrivaine expérimentée, donc elle a déjà un certain âge, elle a écrit beaucoup de livres, elle a eu énormément de succès. Et Louise va lui écrire car elle rêve d'être écrivain. Donc elle va lui écrire une première fois quand elle a 10 ans. Et puis 20 ans plus tard, elle va à nouveau écrire à Madeleine en lui faisant part de ses rêves, de ses espoirs, en quémandant quelques conseils, etc. Et Louise va se lancer dans l'écriture. Contre toute attente, elle va avoir beaucoup de succès. Elle va être remarquée par une grosse maison d'édition. Elle va être publiée. Son métier d'auteur, d'autrice va débuter là. Et donc en fait ce roman va parler des difficultés d'être écrivain. Alors des difficultés, vraiment tout est survolé, hein. Difficultés par rapport à vivre de ce métier, par rapport à l'inspiration, par rapport à l'entourage qui ne comprend pas toujours ce métier, parce que c'est vraiment un métier très très spécifique, le fait d'écrire des livres. Et en connaissance de cause, pour le coup, je peux affirmer que ce que dit ici Aurélie Vallogne est totalement vrai, puisque j'ai écrit 6 romans qui ont donc tous été publiés en maison d'édition. Effectivement, en fait, elle parle du métier d'écrivain comme un métier hyper obsessionnel, et c'est ce qui est assez compliqué quand on a une famille à côté, parce que quand on écrit, quand on met au monde une histoire, pendant tout le processus de création du roman, donc qui dure plusieurs mois, hein, t'écris pas un roman sur 2 semaines, enfin c'est rare en tout cas, je pense, ceux qui arrivent à le faire, ça dure plusieurs mois. En fait, ton roman, tes écrits prennent tellement d'espace dans ton esprit que tu n'as plus de place pour autre chose. Et tu n'as plus en fait vraiment de tout ce qui est autre que ton roman, donc ta famille, tes autres loisirs, ton travail principal, parce que vivre de l'écriture c'est hyper compliqué et rares sont les écrivains qui parviennent à en vivre, hein. En général on écrit et on a un métier à côté, et en fait tu n'as plus de place pour tout ça, et donc c'est hyper compliqué, il faut faire des sacrifices, et c'est ce qui peut amener des soucis dans le couple, parce qu'en fait on n'est plus disponible mentalement. Et c'est ce que va vivre Louise, notre personnage, donc cette femme qui entame ce métier d'écrivain. Madeleine explique également que elle a commencé à écrire il y a très très longtemps, hein, quand les femmes avaient moins de liberté qu'actuellement, et que donc le métier d'écrivain lui a fait perdre sa famille, son époux, mais aussi ses enfants. Et c'est hyper triste, et on voit en fait que Louise
essaye de jongler avec tout, avec d'abord un premier enfant, ensuite elle est enceinte du second, donc elle va essayer de jongler avec un second enfant. Donc si vous avez eu un bébé un jour, vous savez, les nuits, etc., c'est hyper compliqué, hein. Un métier pour lequel elle reçoit une promotion à un moment donné, donc c'est un métier à responsabilité, donc il lui demande encore une fois beaucoup d'espace mental. Bah un mari, hein, voilà, elle est en couple, il faut pas oublier son couple, il faut faire des choses avec la personne qu'on aime, etc. Alors que elle, en fait, tout ce qu'elle souhaite, c'est avoir du temps pour elle, pour écrire et être dans le silence, ce qui est difficilement compatible avec le fait d'avoir 2 enfants en bas âge et juste une vie de famille et un travail, alors je sais pas, c'est pas spécifié combien d'heures par semaine elle travaille, mais si vous faites un temps plein, en Belgique c'est 38 heures semaine, c'est toutes tes journées, tes journées sont prises par ton boulot, quoi. Et en fait ici le roman va vraiment parler de toutes ces difficultés, c'est vraiment axé sur les femmes plus que sur les hommes, parce que il y a un côté hyper féministe dans le fait que beaucoup de choses reposent sur les femmes, tout ce qui est tâches, etc. Son mari n'arrive pas à la comprendre, son couple va se fracasser, voilà, en fait il y a beaucoup de choses qui sont développées, mais tout est en rapport avec l'écriture, les métiers artistiques plus globalement, mais voilà, il y a pas mal de conseils d'écriture qui sont donnés dans ce roman par rapport à la page blanche, par rapport à avoir peur de ne pas y arriver, à avoir peur de comment va être accueilli le second roman après avoir eu beaucoup de succès pour le premier, l'attente des lecteurs, la peur de décevoir, enfin voilà, vraiment plein de sujets sont abordés. Moi j'ai noté quelques petites choses qui m'ont semblé très pertinentes, donc c'est par rapport au métier d'écrivain. Moi je vous cache pas qu'en lisant ce roman, ça m'a vraiment donné envie d'écrire, j'y pense très souvent, hein. Ça fait des années que j'ai pu écrire, c'est ça qui est assez fou, c'est que j'ai sorti 6 romans sur... j'ai commencé en 2014 à écrire, et le dernier roman, j'ai arrêté d'écrire je pense je crois que ça devait être en 2019 ou 2018, je crois que c'était 2019. Donc en fait en 5 ans de temps, j'ai écrit et sorti 6 romans. Et en fait, le flot d'inspiration ne se tarissait pas. Et puis là, ça s'est terminé. Je n'ai plus... j'ai essayé d'écrire. Voilà, j'ai 2-3 romans en cours, mais que je ne parviens pas à avancer. Je sais pourquoi. Voilà, je n'écris plus. Il y a une grande part du fait... En fait ici c'est vraiment bien expliqué, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé de lire ce roman pour un petit peu m'analyser de fait de cet espace mental qui n'est pas disponible en fait. Et à l'heure actuelle, j'ai pas envie de sacrifier tout ce qui est autour de moi pour pouvoir écrire. Mais après je me dis, est-ce que vraiment tous les écrivains font ce sacrifice? Parce que tu as plein d'écrivaines, je vais prendre écrivain au féminin, parce qu'il n'y a rien à faire, les hommes et les femmes n'ont pas la même vie, n'agissent pas de la même façon, et on peut être féministe et prôner l'égalité. L'égalité pour moi, on pourra jamais avoir vraiment l'égalité, c'est juste pas possible. Et quand je vois plein d'autrices comme Melissa d'Acosta qui a aussi fait un 2e enfant alors qu'elle écrivait ses livres, alors je suis pas dans sa vie de couple, je sais pas comment ça va, mais... j'ose espérer que ça se passe bien. Elle arrive en tout cas, j'ai l'impression, à tout gérer. Je me souviens à l'époque, il y a très longtemps, je lisais les romans d'Emily Blaine. Elle travaillait, elle adorait son job. Elle avait aussi des enfants, un mari, tout ça. Elle écrivait beaucoup, ça avait l'air de bien se passer. Virginie Grimaldi, pareil, elle est maman, elle est mariée. Serena Giuliano. J'ai tout plein d'autrices comme ça qui me viennent en tête, qui ont l'air de vraiment parvenir à tout gérer. Après, ce sont... Enfin, les exemples que j'ai sont des autrices à succès qui, pour lesquelles, en fait, le métier d'écrivain est le métier principal, elles ne travaillent pas à côté. Donc, je pense que déjà, ça doit forcément grandement aider. Moi, je me dis, si je devais pas travailler en dehors de chez moi, et que, moi, mes enfants sont à l'école de 8h30 jusqu'à 15h30, ça me laisserait tout cet espace, tout ce temps pour pouvoir écrire et pour donc pouvoir être disponible après quand ils reviennent de l'école pour eux. Et je pense que ce serait suffisant, ça poserait pas de soucis, mais bon voilà, il faut... c'est pas possible quoi, tu peux pas te dégager un salaire, ça suppose de vendre énormément de livres, donc c'est compliqué.
Et voilà le pourquoi moi écrire, j'ai envie, mais en même temps ça reste compliqué dans la vie que je mène en tout cas. Mais donc voilà par rapport à ce livre que je trouve chouette, mais que je vous conseillerais uniquement si vous prévoyez d'écrire un livre un jour. Sinon en fait je vous le conseille pas parce que je pense que vous allez vous embêter. Dites-moi si vous l'avez lu et que vous ne prévoyez pas d'écrire un livre. Est-ce que vous l'avez apprécié ou est-ce que justement vous avez été assez déçu parce que vous n'avez pas retrouvé votre compte en fait. Je passe ensuite à un autre roman que j'ai terminé, c'est un roman numérique. J'ai lu un roman de Taylor Jenkins Reid, Les vrais amours. Donc c'est le roman qui est sorti je pense l'année passée. Donc là elle vient de sortir, je crois que c'est Atmosphère. Et ça c'est le roman de l'année passée que j'ai lu donc en numérique et que j'ai adoré. J'ai trouvé ce roman génial. Alors de cette autrice, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui a eu énormément de succès. Ce roman je le voyais mais partout, tout le monde avait l'air du même avis en disant que c'était un roman qui était génial et tout. Moi en fait je l'avais pas tant aimé que ça, j'avais pas trouvé, j'avais pas partagé l'engouement général, j'ai pas trouvé qu'il était mauvais ni rien. Ouais je sais pas, j'avais pas été happée comme la plupart des gens. Par contre celui-ci qui semble avoir eu moins de succès, moi je l'ai préféré mais de loin. Mais je crois en fait que c'est par rapport au thème abordé tout simplement et par rapport sans doute à ma sensibilité qui n'est pas la même que tout le monde, hein, voilà on est tous différents. J'ai beaucoup aimé les réflexions apportées dans ce roman-ci puisqu'on va suivre une héroïne, Emma, qui va se retrouver dans une situation impossible. En fait c'est une situation à la fois merveilleuse et à la fois horrible. Et j'ai pas arrêté d'essayer de me mettre à sa place tout au long du roman, à me dire mais enfin qu'est-ce que j'aurais fait moi, parce que vraiment t'as pas de décision meilleure qu'une autre, tout est foireux, peu importe ce que tu décides, en fait ça va faire du mal à quelqu'un, à toi aussi, et t'es même pas sûr que tu vas pouvoir gérer cette décision. Donc pour vous parler de l'histoire qui est vraiment, c'est vraiment une bonne idée, je trouvais que le thème abordé était vraiment cool. Donc Emma se marie avec l'amour de sa vie, donc elle l'a rencontré quand elle était ado. Et franchement c'est un amour parfait entre guillemets. Et donc ils se marient, mais un an après, le mari disparaît dans un accident d'avion. L'avion se crache, tout l'équipage est retrouvé mort. Sauf lui, le mari, en fait on le retrouve pas. Forcément comme tout l'équipage est retrouvé mort, on suppose que le mari est mort aussi. Et donc Emma doit faire le deuil de cet amour. Elle est jeune, hein, elle est dans la vingtaine, je crois qu'elle est proche de la trentaine, je sais plus trop, mais en tout cas elle est jeune. Ils avaient plein de projets, donc ils avaient des projets de voyager, etc. Et vraiment ce deuil pour elle ça va être compliqué, on la suit vraiment dans ses émotions et vraiment ça arrache le cœur quoi, c'est vraiment dur parce que voilà moi forcément je transpose ça à ma vie hein, voilà, en me disant si je perdais mon conjoint comment je le vivrais, et vraiment j'arrivais à ressentir tout son désarroi, son désespoir, sa tristesse profonde. Elle va vraiment tomber en dépression, ça va être hyper dur pour elle pendant de longs mois. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, comme on dit toujours, le temps arrange les choses, plus ou moins, hein, voilà, je pense que la douleur reste toujours là, mais le temps atténue les contours de la douleur, on va dire. Et elle va réapprendre à vivre, à apprécier les bonheurs de la vie, et également à retomber amoureuse. Elle va trouver du réconfort auprès d'un homme. Il va même la demander en mariage, elle va accepter, donc elle va être fiancée et tout. Enfin vraiment, elle réussit à se reconstruire une existence chouette malgré ce qui lui est arrivé. Et puis 3 ans après la disparition de son mari, en fait on le retrouve, il n'est pas mort, et il revient. Et lui, il compte reprendre sa vie là où il l'a laissé. Sauf que Emma, pendant 3 ans, elle a dû faire son deuil de cette personne, donc elle l'a crue morte, et là la personne revient à la vie, ressuscite en quelque sorte. Donc cette personne qu'elle a pas cessé d'aimer, parce que forcément tu sais c'est pas comme dans une rupture où tu cesses d'aimer l'autre. Ici il n'y a pas de rupture, il est juste mort,
Donc elle l'aime toujours, mais elle aime aussi son nouveau compagnon. Et là, bah, elle va se retrouver avec deux hommes bien vivants qu'elle aime, mais elle peut pas avoir les deux, elle doit choisir l'un ou l'autre. Donc est-ce qu'elle doit choisir son mari, bah, qui est son amour de jeunesse et qu'elle aime depuis tant d'années, et puis qui revient, il a traversé des choses difficiles, hein, voilà, je veux pas trop vous en dire parce qu'il faut vous laisser aussi du suspense. Mais il y a également cet autre homme qu'elle a appris à aimer et avec lequel elle projetait de se marier. Donc c'est une situation impossible, vraiment hyper dure, et je trouvais que les émotions étaient bien retranscrites. C'est l'analyse en fait du personnage d'Emma est vraiment chouette. L'analyse des deux hommes aussi est vraiment bien aussi, et vraiment j'avais mal au cœur pour l'un comme pour l'autre, plus par rapport à l'homme qu'elle a rencontré par la suite, parce que lui vraiment il subit la situation quoi, c'est super dur. Tout repose sur les épaules de Emma, c'est elle qui doit faire ce choix. Ce choix est impossible parce que quoi qu'elle fasse, elle va faire souffrir l'un et l'autre. Elle va elle aussi souffrir parce que elle aime ces deux hommes, donc tu peux pas cesser du jour au lendemain d'aimer l'un des deux, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les réflexions amenées par ce roman. J'ai trouvé vraiment bien écrit. Ouais, vraiment, j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré. Je vous le conseille. Je n'aime pas les romans d'amour, je n'en lis pas. Vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, je lis pas de romance. Mais ici, c'est pas vraiment une romance, c'est vraiment une réflexion, quoi. C'est assez psychologique. Ah, je trouvais ça très bien. Je compte lire les autres romans de Taylor Jenkins Reid parce que je trouve que c'est une bonne autrice. On m'a conseillé Les Sirènes de Malibu. Apparemment, il est chouette. Donc voilà, ce sera peut-être le prochain que je lirai. Là, son dernier Atmosphère, il vient de paraître, donc je pense que je le lirai plutôt l'année prochaine quand il aura baissé de prix. On va dire que je me jette pas sur ces nouvelles parutions. Il y a des auteurs comme ça, j'aime bien me jeter sur leurs nouveaux titres. Bon, ici, pour l'autrice, pas forcément. Donc, Les Sirènes de Malibu me tentent bien. Donc voilà, je pense que je lirai celui-là. Ce sera ma prochaine lecture de l'autrice. Là, je suis en train de lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Donc c'est le prix Goncourt 2023. Oui, c'est ça, 2020. Donc, prix Goncourt 2023, prix du roman Fnac 2023, grand prix des lectrices de Elle 2023. Autant dire que ce roman a eu son petit succès. Et donc voilà, là il est paru en poche, et franchement j'ai eu envie de le découvrir. Je me disais, le roman a eu tellement de prix que ça me donne envie. Et je vous avoue, depuis l'année passée, en fait, j'y ai pris goût à lire des romans qui ont remporté des prix. Je trouve qu'en fait, on fait de très chouettes découvertes et ça permet de sortir aussi de sa zone de confort. Ici, c'est pas le genre de roman que j'aurais lu habituellement. Il a été publié, donc ça c'est la version poche, mais de base, c'est publié chez l'Iconoclaste. C'est pas une maison d'édition dont je lis beaucoup les livres en fait. Et je trouve que le fait de lire des livres qui remportent des prix, ça te permet de découvrir d'autres maisons d'édition et vraiment des récits que tu n'aurais pas lu habituellement. Alors souvent, j'en ai pas lu non plus 50 000, mais j'en ai quand même lu quelques-uns en 2024. Je trouve que du point de vue de la plume, c'est plus exigeant que les romans que je lis habituellement. C'est pas... Comment dire, c'est plus littéraire, c'est moins fluide en fait. Mais j'aime bien, mais du coup je mets plus de temps pour le lire parce que vraiment ici la plume est quand même un petit peu plus, c'est travaillé quoi. Il y a des belles formulations, franchement il y a parfois j'ai envie de les noter pour pouvoir me les approprier peut-être dans l'idée d'un futur roman, parce que j'aime bien la façon dont les phrases sont formulées. J'aime bien parce que ça fait travailler un peu, comment dire, mon esprit créatif. Hein. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est chouette. Ici, c'est un roman qui va se dérouler en Italie. Donc c'est plutôt chouette de lire ça en été parce que bon, l'Italie, voilà, ça fait penser au soleil. Et on va suivre Mimo qui est un petit garçon qui malheureusement vient au monde avec une espèce de maladie. Alors ils le disent à un moment donné dans le livre, mais j'ai pas retenu le nom de la maladie. En fait, c'est pas du nanisme, mais c'est... en fait, il va rester petit, il grandit pas, donc on dit pas sa taille, mais je présume qu'il doit pas faire plus d'1,50 m, donc c'est assez, c'est pas très grand quoi. Et donc ça va l'embêter toute sa vie, le fait d'avoir cette taille. Mais Mimo est également venu au monde avec un immense talent pour la sculpture. Et
il vient, on monte dans une famille pauvre, donc voilà, il n'y a pas de moyens. Son père décède lors de la Première Guerre mondiale, et donc sa maman qui n'a pas d'argent décide de l'envoyer chez son oncle en Italie pour apprendre la sculpture. Sauf que cet oncle est vraiment une personne exécrable. Il est pas du tout gentil avec Mimo. Il lui apprend pas la sculpture en fait. Hein, voilà, il s'en sert juste comme esclave, voilà, pour lui faire toutes les basses besognes. Et donc Mimo va grandir dans ce lieu. Il va se faire des amis et il va un jour rencontrer Viola qui est la fille des nobles du village dans lequel il habite. Donc vous savez, ces grandes familles de nobles italiennes, mais qu'on avait aussi dans d'autres pays bien entendu. Et donc Viola, elle est, je pense que elle est marquise, un truc comme ça. Et en fait, par un concours de circonstances, ils tombent l'un sur l'autre. Ils vont se lier d'amitié parce que Viola, c'est une petite fille un peu aussi particulière. En fait, elle est hyper intelligente. Tout ce qu'elle lit, tout ce qu'elle entend, elle le retient. Mais sauf que voilà, là, au moment où je lis l'histoire, donc page 160, on est en 1918. Les femmes, encore une fois, n'ont pas grand chose à dire. Surtout quand elles viennent d'une famille riche, tu penses bien qu'elles n'ont pas accès aux études. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est les marier en faisant des alliances avantageuses. Mais Viola, elle veut faire des études. Le roman débute avec Mimo qui a 82 ans, je pense, et qui est au seuil de la mort. On sait, donc dès le début, qu'il a rejoint un monastère il y a 40 ans pour veiller sur elle. D'où le titre. Veiller sur elle. Alors, on ne sait pas tout de suite ce que c'est. On apprend quand même assez vite qu'il s'agit d'une statue qui est cachée, en fait. Cachée dans les sous-sols. Une statue qui semble avoir quelque chose de particulier parce que toutes les personnes qui la voient sont pris de visions dans leurs rêves. Il y a tout un mystère autour de ça, de ces statues. On sait que Mimo va devenir un sculpteur hyper célèbre. Et en fait, on sait où on va arriver. Et donc là, c'est tout le déroulé de la vie de Mimo pour comprendre comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Là, je vous dis, j'en suis à la page 160, donc c'est quand même un gros roman, vous avez 539 pages, 540 pages. Là, il a à peine 14 ans en fait dans l'histoire. Et donc, voilà, c'est vraiment le déroulé de la vie de Mimo, avec certains chapitres qui se passent dans le présent, mais qui sont assez courts, hein, donc parce que voilà, Mimo est à l'agonie, c'est la fin de sa vie, et donc il y a les moines qui sont là. En fait, les moines ne savent pas, ils savent que Mimo détient un gros secret, mais ils n'en connaissent pas la consistance. Il est rentré dans ce couvent il y a 40 ans, il n'en est jamais parti, et il n'a jamais révélé son secret. Donc ils espèrent tous que avant de mourir, il va révéler ce fameux secret que nous aussi, du coup, on se demande, on se demande de la teneur de ce secret. Donc voilà, par rapport à ce roman, pour le moment, j'aime bien, c'est intriguant, c'est un récit de vie, ça me change un petit peu de ce que je peux lire, donc c'est assez chouette. Je voulais aussi vous parler un petit peu d'art créatif. Donc moi je fais de l'aquarelle depuis déjà un petit moment maintenant, mais en fait c'est par période. J'arrête de peindre, là ça fait 6 mois que j'avais pas peint, j'ai rien peint du tout. Mais là je suis en vacances et donc du coup je me suis dit, allez, t'es en vacances, t'as beaucoup de temps pour toi, puisque je pars pas, hein, je reste chez moi pendant mes semaines de congé, donc je suis 4 semaines en congé, ce qui est déjà beaucoup. C'est pas encore assez, mais bon, c'est déjà pas mal. Et je reste chez moi, donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit peu plus de peinture, parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je me rends compte que quand je peins, vraiment je m'immerge totalement dans ce que je fais et ça fait du bien à l'esprit. Et donc je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait là ces derniers jours. Les dernières peintures ça datait de l'hiver, hein, décembre 2024, et donc là j'ai fait ici les peintures au mois de juillet. Et donc j'ai rempli ces 2 pages de mon carnet, donc c'est un Moleskine avec du papier, c'est pas du papier, enfin c'est du papier aquarelle, du papier en cellulose, c'est pas du papier en 100% coton. Je voudrais bien terminer parce que je compte acheter un prochain carnet en 100% coton. J'achèterai plus un carnet comme ça parce que même s'il est très très bien, parfois je suis frustrée par la fusion de couleurs que je n'arrive pas à produire parce que c'est pas un papier en coton. Donc voilà, j'ai fait d'abord ce vase rempli de fleurs et je vous avoue que je suis assez contente du résultat.
En inspiration, parce que oui, moi j'ai beaucoup de mal à créer de ma tête, je ne suis pas assez... Je pense que c'est parce que je manque d'expérience en fait. Je me base beaucoup sur le travail de Blandine. Son compte c'est L'eau bleue, elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, elle est très talentueuse. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, je trouve que c'est très beau, c'est très délicat. J'adore en fait regarder ses réalisations. Et donc je me suis beaucoup basée sur ce qu'elle fait. C'est pas totalement une reproduction d'un truc qu'elle a fait, hein, mais voilà, je me suis basée sur quand elle fait ses bouquets de fleurs. Voilà, tout simplement. Et en fait, je trouve que ça donne bien. Je suis assez contente. Et puis ici, j'ai fait une mer, un paysage de mer. Pareil, je me suis basée sur une vidéo TikTok, mais je vous avoue que j'ai pas retenu le nom de l'autrice, enfin de la vidéaste. C'est pas bien, mais je m'en souviens pas. si je la retrouve, je vous la noterai. C'est un petit tuto qu'elle faisait et en fait je trouve ça intéressant parce que du coup elle montrait qu'il utilisait des Posca pour faire l'écume de la mer. Donc voilà, je trouve ça pas mal et j'ai bien aimé faire ce petit paysage. En vrai, je trouve qu'il rend bien, c'est assez simple, mais ouais, je me suis dit que plutôt qu'essayer de me prendre la tête à faire des illustrations qui me prennent du temps, je vous montre cet hiver, j'avais fait par exemple celle-ci. Alors c'est très joli, hein, je suis très contente de ce que j'ai fait. Encore une fois, je m'étais basée sur le travail d'une illustratrice. Mais il m'a fallu des jours en fait pour faire ça parce que comme c'est par plusieurs couches, je devais à chaque fois attendre que ça séchait, donc je devais à chaque fois faire autre chose. Puis je mettais des jours avant de m'y remettre, enfin bref, il m'a fallu des jours pour faire ça. Et en fait là je me suis dit, il faut que j'essaye de faire un truc que je puisse faire en une fois. Et donc en fait ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux mêmes illustrations en même temps. Donc en fait je faisais un peu le bouquet. Il faisait fort chaud, donc ça séchait très vite, l'avantage. Donc quand j'attendais que ça sèche, pendant que ça séchait, je faisais la mer. Et puis j'attendais que la mer sèche, je continuais mon bouquet. Et j'ai fait ça, comme ça, pendant peut-être, je sais pas, 1 heure, je me souviens pas, j'ai pas compté le temps. Et au final, j'ai réussi à finir les 2 illustrations le même jour. Au final, ça a été assez vite et j'ai trouvé que cette idée n'était vraiment pas mal. Et donc je pense que je vais garder cette idée pour des prochaines illustrations. Après, faut voir aussi ce que... par exemple, voilà, cet hiver, j'avais fait ça aussi. Il faut faire un croquis pour faire ce genre d'illustration. Tu sais pas faire ça comme ça et ça te demande l'élaboration d'un croquis. Ici, j'avais fait un petit croquis vite fait. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Ici, il n'y avait pas de croquis. C'était vraiment brut. À part mettre du scotch pour faire le cadre, j'ai pas fait du tout de croquis. Ça c'était en octobre, j'avais fait un paysage de mon village en fait. Je vais beaucoup courir, donc moi c'est un sport que j'aime beaucoup. Et donc j'aime bien prendre des photos de la nature, parce que je vais courir dans la campagne. Et j'avais fait une photo à l'automne, et donc je l'ai reproduite ici. Et là vous voyez, j'avais commencé un croquis pour faire une cuisine d'automne. Et en fait j'ai pas terminé parce que ça demande trop de travail. Un peu, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas dans ce croquis et j'arrive pas à voir quoi parce que j'ai pas un œil assez efficace en fait. J'ai pas, ça se travaille hein, avec le temps. Je pense que ton œil devient de plus en plus efficace, mais moi j'ai pas encore ça parce que je fais pas assez d'illustrations. Et voilà, et ça c'était l'été passé. J'avais fait ce paysage, donc les gorges du Verdon. Donc c'était quand j'avais été dans le sud de la France et puis j'avais fait une illustration de Saint-Tropez. Donc voilà, un petit paysage que j'avais trouvé sympa, ça c'était l'été passé. Et voilà, dans le reste, j'ai pas fait de trucs hyper fifou. J'aime bien ces 2 pages-là que j'ai fait aussi l'année passée, en avril 2024. Encore une fois, quand j'avais une impulsion créatrice, impulsion créative, peut-être plus ça. Là j'avais peint ces deux maisons sur le même mois, mais encore une fois ça m'avait pris beaucoup de temps parce que t'as tout le croquis à faire. Enfin voilà, il faut être hyper minutieux, donc c'est assez long et je pense que le fait de faire des choses assez longues, en fait ça me démotive avant de commencer. Donc voilà, c'était un bon compromis. Là je vais terminer ma vidéo. Je crois que je vais faire 2 nouvelles illustrations. Je regarde un petit peu sur TikTok des inspirations. Je recopie clairement hein, ce que font d'autres, mais
en fait je m'approprie pas leur travail parce que je fais pas moi de vidéos sur ce qu'elles font, enfin je fais pas la même chose en vidéo, donc je m'approprie pas ce qu'elles font, je vends pas les illustrations, c'est juste vraiment pour m'exercer, pour essayer de devenir meilleure. Il y a que, en fait c'est le travail qui paye, donc je voudrais bien m'améliorer, mais si je fais rien, je m'améliorerai pas quoi. Et puis je vous dis, j'aimerais vraiment bien terminer ce carnet, il me reste quand même quelques pages pour pouvoir après m'acheter un 100% coton. Donc voilà, ça c'est le Moleskine tout simple, qui est pas très beau, hein, faut bien le dire. J'ai vu qu'il y avait plein de filles, d'illustratrices qui achetaient le même et qui en fait le recouvraient de tissu avec des petites fleurs et tout ça, et je trouve qu'en fait ça, l'idée elle est plutôt chouette. Elles se prennent pas trop la tête, elles achètent de la colle pour tissu, c'est même pas de la couture, elles découpent leur tissu, elles achètent de la colle pour tissu et elles collent directement sur la couverture. Et donc je pense que effectivement l'idée est plutôt pas mal. Peut-être que si je trouve à un moment donné un tissu qui me plaît, j'essaierai de faire la même chose. Donc voilà, c'était le petit point aquarelle. C'est pas fini au niveau des arts créatifs, puisque en farfouillant sur TikTok, je suis tombée sur des vidéos de filles qui réalisent des petites choses en argile autodurcissante et ou en pâte, parce que c'est pas vraiment de l'argile, je pense, enfin c'est une pâte autodurcissante qu'elle trouve chez Action pour 3 fois rien. Je trouve que ça coûte 1,40 €, je pense, le bloc. Et ça m'a donné envie de faire la même chose. Je me suis dit que c'est quelque chose que je pourrais partager avec ma fille, ça pour le coup. Et effectivement, on a fait des petites choses en pâte comme ça. On les a peintes, on les a vernies. Et en fait, on s'est vraiment bien amusé. Alors encore une fois, c'est une activité qui prend du temps parce que tu dois... c'est en plusieurs étapes. Tu dois faire ta forme, tu dois la laisser sécher, puis tu dois la peindre, tu dois laisser sécher ta peinture, parfois il faut plusieurs couches, donc tu dois laisser sécher entre les couches, et après seulement tu vernis, donc en gros ça te prend vraiment plusieurs jours. Mais voilà, là on en a profité que ce soit les vacances, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pas du travail excellent, c'est la première fois que je faisais ça, hein. C'est genre, tu sais, la pâte, comme de la pâte Fimo. Et donc j'ai fait un petit citron, que je trouve... je trouve marrant. Ma fille trouve qu'il ressemble à un poisson. Je le trouve très drôle. En fait, j'ai envie de me faire plein de petits fruits et de les mettre là sur l'étagère. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, ils étaient tous mis là. J'ai fait un petit onigiri. Bon, celui-là, il est pas tip top, hein, parce qu'en fait, j'avais fait un premier visage qui me plaisait pas, donc j'ai effacé. J'ai remis la peinture dessus. J'ai essayé de faire autre chose. Bon, il est pas, voilà, il est pas. Il est pas top, mais voilà, il fait le taf, on voit que c'est ça, je pense, et bon, c'est mignon, quoi. J'ai fait un espèce de petit cadre avec un petit bouquet de fleurs, voilà. Alors, j'aurais dû être maligne et mettre peut-être un aimant, quelque chose derrière pour pouvoir le pendre. J'ai rien mis du tout, donc je le mets juste contre mes livres. Voilà, c'était vraiment pour se marrer. Et puis alors j'ai découvert aussi dans les vidéos TikTok le principe des pierres d'apaisement. Donc en fait ce sont des pierres que tu fais donc en pâte comme ça, que tu vernis, et donc en fait quand pour les personnes qui sont un peu anxieuses, le fait de passer le pouce dans la pierre d'apaisement, ça, ça a un effet apaisant. J'ai eu envie d'en faire. Donc j'ai fait celle-ci. Toute simple, blanche, avec des cerises. Et en fait, tu vois, le principe, c'est de pouvoir faire ça, comme ça, et apparemment, ça a des vertus apaisantes. Voilà, des cerises. J'ai fait un donut avec une petite bouche en relief. Écoutez, il me fait trop marrer. Je trouve qu'il est pas si mal fait, hein, voilà, faut se dire, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc ce sont mes toutes premières créations. Mais j'ai trouvé ça très drôle à faire. J'ai fait une fraise. Je pense que c'est la plus réussie de toutes les créations. Donc encore une fois, hein, tu vois, tu passes ton pouce comme ça fait pierre d'apaisement. Puis ici, elle a un peu de texture avec les petits grains. Il y en a certains qui sont un peu en relief. Voilà, la petite fraise. Et j'ai terminé par un avocat. Voilà. Je suis contente aussi de celui-ci, je le trouve hyper mignon. Et encore une fois, ça peut être pierre d'apaisement, mais vu que tu as le noyau qui est en relief, je trouve que ça fait moins l'effet. Voilà. Moi bon, je trouve que c'est mignon.
Voilà, je compte en faire d'autres, j'en ai d'autres qui sont terminés, qu'il faudrait que je peigne là en fait. Et puis je pense que je vais en faire d'autres juste pour le délire. C'est assez chouette de faire ça. Ça permet de partager une activité aussi. Si vous avez un enfant, moi ma fille, bon bah elle a 12 ans, donc elle est déjà plus âgée, donc elle arrive à faire des créations aussi un petit peu plus élaborées qu'un petit. Mais ça permet de faire des activités quand vous avez une pré-ado. C'est pas toujours évident de trouver des choses à faire, je trouve, quand les enfants grandissent. Et ça, c'est un truc qui lui plaît bien, donc ça nous permet de faire un truc ensemble et c'est cool. Voilà, je pense que je vais faire d'autres petits fruits pour rajouter à la petite collection. Ça décore, c'est mignon. Et voilà, je vais pas vous montrer le matériel que j'utilise parce que je sais pas s'il y aura de l'intérêt à ça. Mais si jamais, laissez-moi en commentaire, laissez-moi un commentaire si vous voulez que je vous montre tout ce que j'ai acheté. En sachant que c'est vraiment, je débute, hein, je n'ai jamais fait ça avant. Mais voilà. Vous les verrez en tout cas dans l'étagère là. Jetez un œil de temps en temps, vous allez peut-être voir de nouvelles petites créations. On est le 21 juillet, hein, c'est la fête nationale belge. J'ai un défilé d'hélicoptères là dans le ciel, ça m'arrange vraiment pas. J'espère que c'est fini. J'espère que c'est fini. Je vais vite clôturer la vidéo. Écoutez, je pense que j'aurais déjà filmé pas mal. Là, je vois que je suis à 44 minutes de vidéo. Je sais que j'ai des rushs d'avant. Donc je pense qu'on sera pas loin des 1 heure de vidéo. Donc je pense que je vais clôturer ici pour cette petite vidéo, ce petit vlog. Et j'espère qu'il vous a plu. Je crois qu'il était un peu plus varié que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à commenter, à me dire ce que vous aimez dans les vlogs, ce que vous aimez moins. Ça m'aide aussi un petit peu à diriger ce que je vous propose. En tout cas, moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!